Bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les grandes questions existentielles de nos enfants et comment les accompagner. À tout de suite. Les grandes questions existentielles de nos enfants, la sexualité, le cycle de la vie, de la mort, les attentats, le réchauffement climatique ou bien d'autres sujets peuvent nous mettre parfois en difficulté. Mais alors pourquoi ça nous met en difficulté et comment pouvons-nous surmonter justement ces difficultés et ces questions existentielles qui sont parfois difficiles à vivre pour eux aussi? Dans un premier temps, nos enfants sont de grands chercheurs naturellement de l'existence. Même des grands philosophes en herbe, ils pratiquent l'art du questionnement déjà juste pour exercer leur cerveau à aller chercher une information. Donc déjà, nous pouvons nous déresponsabiliser en se disant que c'est aussi exercer leur questionnement. Et donc nous n'avons pas forcément besoin de donner une réponse et d'être responsable de cette réponse. Nous pouvons donc, dans un premier temps, juste accompagner ce questionnement et ce mouvement que fait l'enfant et qu'il exerce avec ferveur. Donc notre premier allié, c'est la simplicité. Le plus simple possible, le plus connecté possible à ce que vous vivez, à ce que votre enfant vit, pour que ça reste concret, que les choses ne partent pas très très loin, que ce soit pas de grands concepts ou alors de grandes inquiétudes. Que les choses soient très simples. N'hésitez pas à reformuler la question de votre enfant et sans y apporter forcément de réponse, mais juste une autre manière de se poser la question. Déjà, peut-être que dans un premier temps, l'enfant va prendre quelques minutes, quelques heures, parfois quelques jours, juste en se disant « Ah ben tiens, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là ». Donc déjà, dans un premier temps, n'hésitez pas à faire acte de simplicité et à reformuler ce que votre enfant est en train d'explorer. Dans un second temps, si votre enfant continue son questionnement, vous pouvez tout simplement l'accompagner sur le chemin de sa recherche et pas forcément du coup y répondre, mais juste l'accompagner en allant chercher avec vous, avec lui, des réponses à ces questions. Dans ces réponses-là, le plus possible qu'elles soient concrètes, tangibles, qu'elles aient du sens et de la conscience pour que l'enfant puisse explorer, sentir qu'il est en train de répondre à sa question. En ça, si j'ai une petite astuce à vous donner, c'est de privilégier des reportages que vous aurez au préalable checkés pour être sûr que ce soit bien adapté au développement de votre enfant. Donc des reportages très concrets avec des sources factuelles qui n'ont pas d'enjeu émotionnel ou d'enjeu idéologique, mais que ce soit vraiment très factuel. Voilà, que les choses fassent A plus B égale C, pour que l'enfant puisse faire justement son cheminement à l'intérieur de ça et trouver à l'intérieur de ces faits sa propre vérité et son propre positionnement. Vous avez donc des reportages, mais vous avez aussi des supports neutres, des livres, des documentaires, vous pouvez aller voir dans un musée ou tout simplement rencontrer aussi différents experts, entre guillemets, puisque ça peut être aussi une personne passionnée ou alors qui a des informations pour qu'il puisse faire acte d'interview auprès de différentes sources et donc du coup regrouper des informations pour qu'il puisse développer sa propre théorie. Et déjà ça va accompagner sa recherche. De plus, le fait d'y mettre du mouvement pour pouvoir être dans l'accompagnement avec lui dans sa recherche, ça va aussi recréer chez lui la validation comme quoi c'est bien de se poser des questions et comme quoi on peut développer une stratégie pour pouvoir y répondre sans forcément être jugé ou que la question soit bête ou pas appropriée. Du coup, on pourra vraiment laisser l'enfant explorer de manière libre
toutes les questions de l'existence pour qu'il puisse définir son positionnement personnel. Ce qu'il est donc important, et c'est pour ça que ça rejoint notamment le slow, c'est que pendant ce cheminement-là, on a besoin, nous en tant qu'accompagnants, d'être présents. Et finalement, notre rôle dans cet accompagnement-là, c'est justement de la présence, du soutien, de la facilitation pour l'enfant d'accéder à telle information, mais en aucun cas il y a un enjeu personnel ou alors une responsabilité de notre part pour que l'enfant puisse accéder à l'information de manière sécuritaire. Concrètement, je vous partage mon expérience de maman d'un petit garçon de 7 ans. Ce petit garçon-là vient d'avoir une découverte, une prise de conscience concernant le sujet du réchauffement climatique. Il y a de ça quelques semaines, il a pris conscience avec des images qu'il a découvert un peu par hasard, des effets concrets en fait du réchauffement climatique qui l'ont un peu heurté, pour ne pas dire choqué. Et donc il a fallu accompagner justement ces émotions et cette découverte-là. Donc la première des choses dans un premier temps, forcément ça a été son émotion. La première émotion qui l'a un peu envahi, ça a été la peur, la surprise. Il a vraiment eu une découverte, quoi, et ça a été difficile pour lui. Donc la première des choses, ça a été d'accueillir sa peur, d'accueillir sa tristesse, son inquiétude, et de pouvoir reformuler A plus B encore une fois. On a pu reprendre avec lui les faits, rien que les faits, et de pouvoir ainsi discerner les différentes informations de ses émotions. Donc on a pu reformuler avec lui les sources des informations, comment les informations ont été données, comment lui avait vécu ces informations, il avait reçu, pour pas qu'il reste sur une interprétation ou sur justement son imaginaire qui s'est envolé avec cette découverte-là. Donc on a pu reprendre factuellement ce qui s'est passé et accueillir l'émotion. Donc dans un premier temps, ça a été tout un cheminement de reformulation. Dans un second temps, ça a été d'accueillir ces questions, puisqu'il a accueilli la nouvelle, il a accueilli l'émotion, et du coup, il y restait quand même des grandes questions. Ces questions sont très concrètes, et vous pourrez observer d'ailleurs que les enfants, ils partent pas dans des choses un peu folles, ils vont tout de suite poser des choses très concrètes sur leur présent, leur futur ou leur passé. La première question à laquelle nous avions dû répondre, c'est quand ? Quand est-ce que la planète va ne plus réussir à entre guillemets encaisser notre activité humaine, et surtout quand est-ce que l'humanité va disparaître, parce que du coup il avait interprété que là tout allait disparaître, que la planète pouvait exploser, qu'elle pouvait rejeter la vie, qu'il a fallu répondre à ces questions-là factuellement et pouvoir remettre une échelle de temps qui correspondait à ce qui est. On n'est pas en train de parler en dizaines, en vingtaines, en trentaines, on parle en centaines, en centaines d'années, en 1000 années parfois, il a fallu remettre l'échelle de temps. Donc très factuel en fait, on est reparti sur les faits. Tout ça a permis de faire le tri entre les informations, encore une fois, et ses émotions, et recentrer toujours sur les faits et rien que les faits. Et puis ensuite, lors de ce tri, on a pu aussi y apporter du discernement. On n'est pas obligé de leur dire toute la vérité tout de suite. On peut y aller par paliers et surtout en relation avec l'étape de développement de compréhension qu'ils sont capables d'intégrer. Il ne sert à rien de donner des choses immenses si de toute façon le cerveau ne peut pas l'intégrer. Donc du coup on a ramené encore une fois de la conscience en fonction de ce qu'il était capable d'accueillir. Comme ça on a pu aller petit à petit vers des informations concrètes. Et puis ensuite, place à la transformation. Parce que finalement, ce qui recherche l'enfant à ce moment-là, et donc mon fils à ce moment-là, c'est surtout pouvoir exercer son questionnement, se retrouver en difficulté face à ce questionnement avec ses émotions, avec éventuellement ses questions existentielles. Mais alors que vais-je devenir et qu'est-ce que je dois faire? Finalement, j'ai pas envie d'aller dans le futur, je veux aller dans le passé. Ça a été tout ça. Mais alors, comment je transforme ça? Et ça, je pense que c'est l'une des compétences que nous avons à développer en fait et à soutenir auprès de nos enfants lors de ces grandes découvertes finalement de l'existence. Parce qu'on sait que c'est pas toujours la joie dans la vie et nous avons besoin justement de pouvoir transformer et trouver des solutions. Et donc ça a été vraiment cette étape-là que nous avons soutenue auprès de mon fils. Nous avons dû voir avec lui quelles étaient les solutions qui existaient déjà et qui pouvaient être inventées
pour pouvoir encore une fois répondre positivement à cette question-là et donc à ce problème-là. Donc nous avons regardé ce qu'il existait autour de nous, mais aussi plus largement dans le monde, les différentes ONG, les différentes entreprises qui s'engageaient, ce qu'elles faisaient, comment elles le faisaient, les différentes solutions qu'il y a mis en place aujourd'hui pour pouvoir répondre positivement aux enjeux climatiques. Et ensuite, on a pu lui proposer de créer, on va dire, sa solution idéale. Lui, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Et s'il avait envie de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Mais j'ai envie de vous dire, on n'a quasiment pas eu à poser la question. C'est venu tout de suite, il a eu besoin de redevenir acteur, en fait, de la problématique. Et ça, je pense que c'est aussi important pour pas qu'il se retrouve en train de subir une information. Et ça peut être la même chose pour la sexualité, ça peut être la même chose sur la vie, la mort, la maladie. C'est vraiment le même processus. Le but, c'est de redonner de l'action et du pouvoir par rapport à la problématique qui est traversée par l'enfant. Donc au final, il a pu, lui, concrètement se dire que au quotidien, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc c'est pas plus tard que ce matin, il est dans la rue, il voit un plastique par terre, c'est un enfant qui va pouvoir ramasser et le mettre au bon endroit, donc dans la poubelle de tri, etc. pour pouvoir justement se sentir acteur. Et puis aussi, il a pu aussi se projeter. Qu'est-ce qu'il voulait inventer, réinventer, construire, créer pour pouvoir répondre justement aux enjeux, notamment là, dans notre cas, du réchauffement climatique. Donc il s'est imaginé, il a pu cette fois se projeter pour inventer des solutions. Et donc il a pu se rendre compte que lorsqu'il était en train de nous partager les inventions qu'il voulait créer, il y en avait qui existaient déjà. Donc ça a encore une fois permis de le recentrer et de le rassurer dans son inquiétude. Au final, la nouvelle fut intégrée, elle a pu être transformée et puis surtout, elle a pu être accompagnée dans chacune de ces étapes. On a pu vraiment accueillir l'émotion, on a pu répondre sans en être responsable, sans mettre un enjeu personnel, pour que l'enfant puisse faire ses propres choix et avoir sa propre opinion et son propre mouvement. Finalement, vous savez bien que lorsqu'on parle du slow, c'est aussi retrouver du sens dans son mouvement, dans sa quête aussi de solution, pour pouvoir reprendre les rênes de son quotidien et de son futur. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Aujourd'hui, nous pouvons donner à nos enfants ce genre de clés pour pouvoir incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Si vous désirez incarner au quotidien une vie slow, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté des familles slow à travers nos différents programmes en ligne et accompagnements individuels pour bénéficier justement du vivre ensemble au travers d'une communauté qui désire elle aussi vivre une vie slow et une famille slow, une parentalité slow au quotidien. Je vous dis à très vite sur la communauté et sur notre site www.unevie-slow.fr. À la semaine prochaine!